La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi 21 juillet à la primature une délégation de l'intersyndicale de la Société nationale d'assurance SONAS. Les échanges ont principalement porté sur le paiement d'indemnités pour les agents en fin de carrière, les redressements de cette entreprise publique dans un contexte de libéralisation du marché des assurances, ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre pour renforcer sa compétitivité. Au cours de cette audience, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à accompagner les redressements de la SONAS. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, et grâce aux efforts de la première ministre, près de 120 agents sur 150 ont déjà bénéficié du paiement des dites indemnités. C'est ce qui leur permet de bénéficier régulièrement de leur retraite après avoir atteint l'âge légal de départ. La question des retraites a également occupé une place importante dans les discussions. Les représentants syndicaux ont assuré que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre le règlement de leurs droits. À travers cette rencontre, le gouvernement donne espoir aux travailleurs de la SONAS après avoir fait en faveur d'autres entreprises comme l'ex-ONATRA. Objectif pour les gouvernements souminois est de redonner la pleine dignité aux agents de l'État et à protéger leurs intérêts conformément aux principes directeurs du programme d'action du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert ce mercredi 22 juillet un atelier de réflexion communautaire sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette rencontre de 3 jours réunit le principal partie prenante afin de définir des solutions en faveur du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le VPM Chabani a salué les avancées diplomatiques obtenues sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, estimant qu'elle offre une opportunité de rétablir progressivement l'autorité de l'État dans les zones affectées par les conflits. Ces instruments réaffirment notamment le principe fondamental selon lequel les forces étrangères et les groupes armés doivent se retirer du territoire de la République démocratique du Congo afin de permettre au gouvernement de la République d'exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles, notamment celles consistant à restaurer l'autorité de l'État, à redéployer les institutions publiques, à garantir la sécurité des populations et à rétablir les services publics sur l'ensemble des territoires concernés. Cet atelier poursuit un objectif fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'écouter des exposés ou de partager des analyses. Il s'agit avant tout de bâtir ensemble une vision commune de la paix et de la stabilité dans nos provinces. Le patron de la territoriale a ensuite invité le participant à formuler des recommandations concrètes afin de renforcer la cohésion sociale, de soutenir les retours de populations déplacées et d'accélérer la stabilisation durable du Nord et du Sud Kivu. L'écoquisso de députés nationaux de la province du Tanganyika a été reçu ce mardi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, dans son cabinet de travail. Au cours de cette rencontre, les élus ont présenté plusieurs préoccupations liées à la situation sécuritaire et administrative de leur province, notamment les sous-effectifs de la police nationale congolaise, la gestion des frontières, les conflits coutumiers, ainsi que le défi de l'administration territoriale, a relevé l'honorable Emmanuel Mukundi, rapporteur du caucus de députés de la province du Tanganyika. De Kalemi jusqu'à Manono, c'est la plus longue distance. Un citoyen, qu'il soit sur la moto ou à bord d'un véhicule, il doit perdre plus de 5 000, 7 000, 8 000 francs congolais. Vous savez que 8 000, 10 000 francs congolais à l'intérieur, c'est beaucoup. Alors nous avons plaidé pour ça, nous avons demandé que ces barrières soient élaguées. En ce qui concerne les barrières illicites, soient supprimées. En ce qui concerne la petite territoriale, nous avons présenté dans nos territoires, il y a des vides. Il y a des territoires où il n'y a que des intérimaires. Et là, nous avons commencé par les territoires de Manono,
où il manque un administrateur adjoint. Les territoires de Kongolo, il n'y a que les titulaires, les autres sont les adjoints. À Nyunzu, il n'y a même pas d'administrateur, parce que celle qui était là est suspendue, ça fait 6 mois, illicitement. Dans d'autres territoires, on n'a pas rencontré ce problème-là. Nous avons parlé des problèmes des conflits fonciers entre les territoires. Un conflit entre les territoires de Kongolo et de Nyunzu. Nous avons demandé au vice-premier ministre de pouvoir arrêter toute exploitation avant qu'on ait trouvé la solution sur la répartition frontalière. En réponse, le VPM Chabani a rassuré ses interlocuteurs quant à la poursuite des efforts visant à renforcer progressivement les effectifs de la police nationale congolaise conformément à la loi des proclamations de la police nationale congolaise. Concernant les questions liées à l'administration territoriale et aux conflits coutumiers, il a annoncé le déploiement prochain d'une mission d'experts dans la province du Tanganyika afin d'évaluer la situation sur les terrains et de contribuer à la recherche des solutions durables. Avant de se prononcer sur la loi de programmation militaire 2027-2030, les élus nationaux veulent mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a présenté ce lundi devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat un diagnostic complet de l'appareil de défense nationale. Face aux députés et sénateurs, le vice-premier ministre a salué cette démarche d'écoute et d'échange, estimant qu'elle permettra aux représentants du peuple de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels le pays est confronté, ainsi que les réformes indispensables pour y faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé qu'une armée ne peut remplir efficacement sa mission sans une formation adaptée, des équipements modernes et des infrastructures adéquates. Pour lui, la loi de la programmation militaire constitue un levier essentiel pour doter les FARDC des moyens nécessaires à leur transformation et à leur modernisation. Notre armée porte aujourd'hui une lourde responsabilité. Défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et accompagner la vision des recommandations de l'État. Mais cette mission exige 2 moyens, des infrastructures, des écoles solides, une santé militaire bien servie et suivie, des bases militaires opérationnelles viables et une programmation budgétaire adaptée. Honorable Co-président, honorable député, sénateur, notre démarche est une démarche de vérité, de responsabilité et de partenariat institutionnel. Nous ne venons pas seulement exposer des problèmes, nous venons surtout solliciter votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien afin que la défense nationale dispose progressivement des moyens nécessaires à la hauteur des missions que la nation lui a confiées. À tour de rôle, les officiers généraux et supérieurs en charge de l'école de formation militaire et de plusieurs structures des FARDC ont dressé l'état de leur service, mettant en évidence les contraintes qui freinent la professionnalisation et la montée en puissance de l'armée congolaise. Tous ont plaidé pour un renforcement des ressources allouées à la défense afin d'accompagner la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une armée moderne, professionnelle et pleinement opérationnelle. En prélude au Forum social mondial 2026, prévu du 4 au 8 août à Cotonou, au Bénin, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, a tenu ce mardi 21 juillet une séance de travail avec le consul honoraire du Bénin en République démocratique du Congo. Cette rencontre visait à préparer la participation de la RDC à ces grands rendez-vous internationaux consacrés aux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux du continent africain. Invité par la ministre d'État, le diplomate béninois a présenté les objectifs de cette édition du Forum social mondial
qui est un espace d'échange qui réunira des participants venus d'Afrique et d'autres régions du monde autour des thématiques majeures telles que la décolonisation, le droit de l'homme, la paix et la sécurité, le développement économique, la transition numérique, ainsi que les perspectives de développement du continent africain. Je suis très ravi. On s'est échangé longuement avec Excellence Madame la Ministre d'État pour l'organisation de ces forums et le Bénin attend la République démocratique du Congo impatiemment pour ce grand jour. Au cours des échanges, F. Bazaïba Massoudi a souligné que ces thématiques rejoignent les priorités de la RDC. Elle a rappelé que si l'Afrique a longtemps apporté le séquel de la colonisation, elle représente aujourd'hui une partie essentielle des solutions aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique constitue la réponse de l'humanité. Comme nous l'avons toujours dit, le cas de la RDC face aux grands enjeux du climat, par exemple, la RDC est le pays solution. La ministre d'État a particulièrement mis en avant le rôle stratégique de la RDC dans la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et la transition écologique. Grâce à ses ressources naturelles, son potentiel de défense, sa jeunesse, la RDC occupe une place centrale dans les efforts mondiaux visant à promouvoir un développement durable. Il y a des continents entiers qui se dépeuplent pour plusieurs raisons, mais en Afrique, il y a une forte jeunesse qui est là avec beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Donc c'est un forum de choc des idées jaillit la lumière. F. Bazaïba Massoudi a également insisté sur la richesse du capital humain africain avec une population jeune et une démographie en constante croissance. L'Afrique constitue, selon elle, un véritable levier de développement et d'innovation pour les continents et pour le monde. À travers cette participation au Forum social mondial, la République démocratique du Congo entend faire entendre sa voix, partager son expérience et contribuer aux réflexions sur la construction d'une Afrique plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. La riposte contre la maladie à virus Ebola reste une priorité des autorités sanitaires. À Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a échangé avec les caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu afin d'évaluer l'évolution de la situation épidémiologique et de renforcer la coordination des actions sur le terrain. Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté les principales mesures déjà déployées pour contenir l'épidémie, notamment la mise en service des centres de traitement à Beni et à Butembo, le renforcement des capacités des diagnostics ainsi que les déploiements d'ambulances pour améliorer la prise en charge et les transferts de malades. Les députés nationaux ont salué les efforts consentis par les gouvernements et réaffirmé leur disponibilité à accompagner la riposte. Nous avons encourager les ministres à continuer dans ce sens parce que cette maladie n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccins. Et nous lui avons promis tous de s'impliquer en sensibilisant notre population pour que tout celui qui présente des signes de cette maladie soit amené immédiatement dans les structures pour une prise en charge efficace. Nous demandons tout simplement à la population de Nord Kivu d'accueillir les infirmiers, les personnels de santé et de ne pas s'attaquer aux structures qui sont destinées à la riposte. Parce que nous avons constaté que les messages de sensibilisation ne passent pas, mais nous, en tant que leaders communautaires, en tant que députés nationaux, nous sommes mobilisés également parce que nous commençons les vacances parlementaires pour sensibiliser notre population à accueillir favorablement les personnels de santé parce que cette maladie est en train de décimer les populations. Vous avez suivi qu'elle a commencé à Ituri, chez nous au Nord Kivu et dans d'autres provinces. Et donc nous devons nous mobiliser tous, les églises, les écoles, pour montrer à toute la population que cette maladie, c'est une maladie qui tue les gens et qui doit être éradiquée définitivement. La mobilisation des acteurs politiques et communautaires vient ainsi compléter les dispositifs sanitaires déjà en place avec l'objectif commun de freiner la propagation du virus et de protéger les populations des zones touchées.
La marche des soutiens aux institutions de la République, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux services de sécurité initialement annoncés par l'Union sacrée de la Nation n'aura plus lieu à la date prévue. La plateforme présidentielle a décidé de la reporter à une date qui sera communiquée ultérieurement. La décision a été annoncée ce mardi 21 juillet par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, à l'issue d'une réunion des cadres de la plateforme. Comme vous le savez, l'Union sacrée de la Nation avait sollicité la tenue d'une manifestation le 22 juillet 2026 pour un objectif simple: soutenir les institutions de la République, soutenir nos forces armées qui se battent sur le terrain, soutenir les Wazalendo qui se battent pour l'intégrité du territoire national et, comme je l'ai dit, les institutions de la République. Il faut penser au président de la République qui est le chef de nos forces armées, qui est également le père de la nation. Je voudrais cependant vous informer qu'après consultation au sein de l'Union sacrée de la Nation, il a été décidé que cette manifestation pour soutenir les institutions, soutenir la République, cette manifestation est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. Les organisateurs ont indiqué que cette mobilisation devait exprimer leur appui aux forces de défense et de sécurité mobilisées pour la protection du territoire national. Ce report intervient quelques heures après une décision similaire prise par l'opposition qui a également renoncé à organiser sa marche. Le décan dit vouloir laisser une chance au dialogue national annoncé par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Moderniser les services de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé tout en renforçant les dialogues avec les opérateurs économiques, c'est le double objectif poursuivi par le nouveau directeur général de l'ARSP, Ted Belechai Kassanda, qui a réuni les entrepreneurs du Lualaba à Kolwezi pour leur présenter l'attestation des sous-traitances entièrement dématérialisée et recueillir leurs préoccupations sur l'avenir du secteur. En ouverture de la rencontre, le directeur des opérations de l'ARSP Nyembo a présenté les principales innovations apportées par cette réforme numérique. Entièrement digitalisée, la nouvelle attestation vise à simplifier les procédures administratives, à réduire les délais de traitement et de délivrance des dossiers tout en renforçant la traçabilité et la sécurité des documents. Une étape qui s'inscrit dans la modernisation des services de cet établissement public. Pour mieux illustrer cette évolution, une démonstration vidéo a permis aux participants de découvrir toutes les étapes de la procédure depuis l'introduction de la demande jusqu'à l'obtention de l'attestation. Une présentation qui sera rapidement suivie par des témoignages concrets. 2 entrepreneurs parmi les premiers bénéficiaires de cette innovation sont venus partager leur expérience. Tous deux ont salué une procédure plus simple, plus rapide et plus accessible, traduisant ainsi les premiers effets de la digitalisation engagée par l'ARSP. Je disais, dans l'ancien temps, il fallait faire quelques efforts, il fallait fournir, entrer par-ci, sortir par-là, pour pouvoir obtenir cette attestation. Nous avons essayé, nous avons lancé sur le mois de juin la procédure et nous avons obtenu sur le mois de juin notre attestation sans effort. Voilà. J'ai fait l'application, c'était au mois de mars. Et au mois de juin, je sais que ça a pris du temps puisqu'on a fait les changements de l'ancien directeur et le nouveau directeur. Mais quand le nouveau directeur est venu, ça n'a pas pris du temps. Je ne sais pas si c'est une semaine seulement, on a signé mon papier. Donc j'ai mon attestation, je suis très contente d'être la première pour avoir les signatures de notre monsieur Ted. Merci beaucoup. Au-delà de cette avancée technologique, la rencontre s'est voulue avant tout un cadre d'écoute. Introduit par les responsables des différentes associations des sous-traitants, plusieurs entrepreneurs ont dressé un état des lieux de leur secteur. Madame Chanty a dénoncé la précarité des marchés accordés aux entreprises locales, souvent limitées à des simples bons de commande malgré l'existence des contrats. Dont Israël a quant à lui attiré l'attention sur les difficultés d'accès des opérateurs congolais au marché de la fourniture des biens destinés à l'industrie minière. De son côté, Madame Clarisse a soulevé la problématique des intrants industriels, estimant que certaines entreprises principales continuent de produire et de commercialiser elles-mêmes les produits qui devraient être confiés aux sous-traitants éligibles.
Ces différentes préoccupations ont été consolidées par le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer l'application de la loi sur la sous-traitance et à créer un environnement plus favorable au développement des entreprises congolaises. Face à ces préoccupations, le directeur général de l'ARSP a tenu à répondre point par point. Ted Beleshai Kassanda a réaffirmé sa volonté d'instaurer une gouvernance fondée sur les résultats, la transparence et les dialogues permanents avec les principaux acteurs du secteur. Une démarche qui s'inscrit selon lui dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'émergence d'une véritable classe d'entrepreneurs congolais l'un des piliers du développement économique du pays. Ces sociétés qui utilisent de prête-noms, qui sont de mauvaise foi, qui sont tout ce que vous voulez dire, moi je suis convaincu que si nous nous sommes organisés, parce qu'ils s'organisent en cartel pour faire de prix plancher, pour vous décourager, pour vous rendre moins compétitifs, mais c'est parce que eux à la base ils sont organisés. Vous aussi vous avez cette responsabilité de comprendre que on te fait un contrat de millions. Non, ne regarde pas le million, ne regarde pas la valeur nominale, regarde la marge derrière. Donc vous devez avoir de bons comptables qui font de la comptabilité de projet et la comptabilité de contrat. Parce que votre activité peut être saisonnière. Vous voyez, n'allez pas très vite à Monaco, à Dubaï et tout ça dès que tu as 1 million. Restez ici, réfléchissez à comment rentabiliser votre contrat, travaillez sur vos coûts pour être compétitif et considérez que c'est vraiment votre métier, quoi. Nous, on veut l'émergence des entrepreneurs congolais. Autre moment fort de cette journée, la remise officielle au directeur général du mémorandum des sous-traitants. Ce document rassemble les principales préoccupations du secteur ainsi que des recommandations destinées à améliorer l'application de la loi sur la sous-traitance, à renforcer le contenu local et à accroître la participation des entreprises congolaises au marché de la sous-traitance. Cette journée d'échange s'est achevée autour d'un cocktail dans une ambiance conviviale, traduisant la volonté du nouveau management de l'ARSP d'entretenir un dialogue permanent avec les opérateurs économiques. Une dynamique qui ambitionne de faire de la sous-traitance un véritable levier de promotion des entreprises congolaises et de consolidation du contenu local conformément à la vision portée par les pouvoirs publics. Les priorités liées au secteur de la santé et de l'éducation dans la province du Congo central étaient au centre d'une rencontre tenue ce mardi 21 juillet 2026 entre les nouveaux ministres provinciaux en charge de ces secteurs, Jean Kimbo Kondombasi, et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo. Après les civilités d'usage, les deux personnalités provinciales ont abordé les principaux défis liés à la santé et à l'éducation dans la province. Au terme de ces échanges, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre d'accompagner Jean Ndombasi dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Nous sommes venus pour des raisons. La première, de présenter des félicitations par rapport à sa nomination. Le gouverneur de la province a voulu honorer l'autorité de l'honorable qui était notre collègue à l'Assemblée provinciale. Et donc nous sommes venus nous féliciter et nous présenter en même temps les civilités. Papi Mantezolo a à cette occasion réaffirmé son engagement à soutenir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les réformes et les initiatives dans les secteurs de la santé et de l'éducation au Congo central. Nous sommes venus aussi attirer son attention parce que les portefeuilles pour lesquels il est patron, c'est surtout l'éducation et la santé. Et vous savez que l'éducation et la santé sont les piliers majeurs de la vision du chef de l'État. Et d'ailleurs, dans l'éducation, il y a la gratuité de l'enseignement. Dans la santé, il y a la gratuité de la maternité. Et par conséquent, il est le relais direct de la vision du chef de l'État dans notre province. Et par conséquent, nous voulons qu'il soit le vrai médiateur qui devait appliquer la vision du président de la République dans notre province. Ce sont les raisons qui nous ont amenés pour lui dire que l'Assemblée provinciale sera à ses côtés tant que la vision du chef de l'État sera mise en premier plan.
Satisfait de cette visite, le ministre provincial Jean Dombassi s'est dit honoré à travers ces échanges qu'il juge bénéfiques non seulement dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi pour l'intérêt de la province. Voyant matinalement le président Mantézo de visite. Le président Mantézo pour nous c'est une expérience politique. Nous avons été ensemble à l'Assemblée provinciale, nous avons beaucoup encadré. Aujourd'hui, je ne suis plus là, c'est tout à fait normal qu'il vienne me voir et puis m'avertir un peu. Comment est-ce que je vais faire mon travail ici? J'ai hérité plusieurs portefeuilles. Et puis, comme il a si bien mentionné ici, il y a plusieurs défis à relever. C'était tout à fait normal que je puisse bénéficier de ces conseils dès le départ. Signalons que cette rencontre entre les deux autorités provinciales s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la collaboration institutionnelle afin d'améliorer les secteurs de la santé et de l'éducation au bénéfice de la population du Congo central. La Confédération africaine de football CAF a officiellement décidé de porter à 28 le nombre de sélections qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. À compter de l'édition 2027, l'annonce a été faite ce mercredi par le président de la CAF, Patrice Motsepe, à l'issue de la réunion du comité exécutif de l'instance. Cette réforme entrera en vigueur dès la CAN 2027 qui se déroulera du 19 au 17 juillet et sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sera la première fois que 3 pays accueilleront ensemble la plus prestigieuse compétition de football du continent. En officialisant cette décision, Patrice Motsepe a expliqué qu'elle s'inscrivait dans la vision de la CAF de bâtir un football africain de classe mondiale tout en offrant un plus grand nombre de nations l'opportunité de participer à la phase finale. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité des 3 pays hôtes à relever les défis de l'organisation malgré les enjeux liés aux infrastructures. Le passage de 24 à 28 équipes constitue la deuxième grande évolution du format de la CAN en moins de 10 ans. En 2019, les tournois étaient déjà passés de 16 à 24 sélections. Avec cette nouvelle réforme, 4 équipes supplémentaires auront désormais la possibilité de disputer la phase finale, renforçant ainsi la représentativité des 54 associations membres de la CAF. Les modalités du nouveau format, notamment les nombres de groupes, leurs compétitions et le total des rencontres seront précisés par la CAF dans les prochains mois. Les éliminatoires de la CAN 2027 devraient débuter en septembre 2026 pour s'achever en mars 2027 afin de désigner les 28 nations qualifiées. Il faut souligner que cette décision s'inscrit dans un vaste processus de modernisation des compétitions africaines. Patrice Motsepe a également annoncé que la CAN conservera son calendrier actuel jusqu'en 2028 avant de basculer vers un cycle quadriennal, une réforme destinée à mieux harmoniser les calendriers du football africain avec celui des grandes compétitions internationales. C'est l'envie de presse de ce mercredi 22 juillet 2026. Bienvenue à tous. Ouvrons l'analyse des journaux par la tempête de tropique, le confrère voisin du cimetière de la Gombe. D'après l'avant-titre de la manchette, on lit qu'après l'annonce faite par Félix Tshisekedi à propos du dialogue, les partisans du chaos osent aboyer. L'annonce de la convocation imminente d'un dialogue national inclusif faite par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
a surpris les pêcheurs en eau trouble qui voulaient se servir du prétexte des manifestations populaires de l'opposition pour s'aimer le chaos et ont mal accueilli la décision de la coalition de l'opposition C64 de reporter à une date ultérieure les manifestations que celle-ci envisageait d'organiser ce mercredi 22 juillet à Kinshasa et dans d'autres provinces. Et pour contrer les attaques ADF à Beni, découvre-t-on dans un autre titre, les canards parlent de 80 militaires formés sur les combats en forêt. Alors que pour soutenir la RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda, la BAD octroie 13 millions de dollars américains pour combattre Ebola. Ça c'est bien. La SNEL et la namibienne NamPower misent sur la SAP pour monétiser Inga. C'est le leader du journal Africa News. Les canards nous ramènent aussi à la manchette qui titre « 10 ans après les CLC, à l'appel des évêques, les GLP, un nouveau collectif des laïcs catholiques se mobilise contre le changement de la Constitution. » Le confrère écrit « Le dialogue sinon la rue. La Senco avance sur 2 fronts, lit-on. » Dans le titre suivant, les canards fait comprendre que du 21 juillet au 15 août, entre report de la marche et ultimatum, l'opposition accorde un sursis au pouvoir, c'est-à-dire 25 jours pour éviter l'explosion, nous fait découvrir le journal. Voici le journal Le Potentiel qui parle des créances du FPI. Le gouvernement enclenche la phase offensive pour récupérer 350 millions de dollars américains. C'est le leader du Potentiel qui le dit. Mais en manchette, c'est la RDC et le Rwanda qui se retrouvent devant la Cour internationale de justice. Pour le confrère, la plainte de Kinshasa est dans une phase judiciaire. Dans la même source, on lit aussi Corneille Nangaa ferme la porte au dialogue et prône une refondation de l'État. La référence plus pour sa part titre à la une. Refus de l'FCM 23 de participer au dialogue national inclusif. D'après la manchette qui s'interroge, enchère ou sort lié désormais au Rwanda, question mark. Dans un des titres suivants, le canard rappelle que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a fait au moins 930 morts, ce qui est grave. Et enfin, le journal Le Phare va clore cette revue de presse en titrant dans son leader à propos du dialogue la fuite en avant des Nangaa. Et dans une oreillette, Le Phare titre aussi classement FIFA, la RDC 7e puissance africaine et 41e au monde, ce qui n'est pas mal. Tandis qu'en manchette, pour parler des ressources naturelles, on lit que Thérèse Kayikwamba fait de la revendication congolaise une préoccupation onusienne. Parlant de violences xénophobes en Afrique du Sud, il titre « Le gouvernement assure un retour digne et sécurisé des Congolais à Kinshasa ». Par l'entremise du même canard, on apprend qu'un Béninois est nommé chef adjoint de la MONUSCO. Il s'agit de Damien Mama, qui occupait jusqu'alors la fonction de représentant résident du PNUD depuis mars 2023. C'est tout pour ce mercredi 22 juillet 2026. Merci à tous, à la prochaine.